Mmh. Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre aussi sur YouTube après. Mmh. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'offuscation de fonctions. Oui, ici, j'avais écrit un blog là-dessus. euh, Comment passer le NTDLL et le PEB. PEB, c'est Process Environment Block. Vous pouvez le voir ici. L'objectif, c'est de pouvoir faire de l'offuscation de fonctions comme je vous l'avais montré au préalable, euh, sauf qu'au préalable, on avait utilisé, je vous montre. Au préalable, on avait utilisé, je crois que c'était ici, oui. Je viens d'instruire, voilà, on avait fait de l'obfuscation de fonctions, voilà, en créant des pointeurs vers une fonction et en créant un nouveau type. Et si vous vous rappelez, ici, on utilisait getProcAddress pour obtenir l'adresse de la fonction en mémoire pour pouvoir exécuter la fonction à partir de son adresse en mémoire. Et ici, on utilisait getModuleHandle pour obtenir un handle de la DLL dans laquelle se situe la fonction. Donc, ici, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Maintenant, l'objectif d'aujourd'hui, c'est pour une offuscation un peu plus poussée, parce que quand vous faites ça, ces fonctions ici peuvent être hookées par l'EDR, qu'on appelle l'EDR hook. Donc, ce qui veut dire que l'EDR pourra voir, en fait, quand vous allez appeler getProcAddress ou bien getModuleHandle, l'EDR va voir les appels des fonctions que vous faites et tout ça. Donc, le meilleur moyen de contourner tout cela, c'est quoi? Le meilleur moyen, c'est d'implémenter nous-mêmes nos propres fonctions getProcAddress et getModuleHandle. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Donc, maintenant, je vois ici, j'avais écrit un blog post. Il y a un autre blog aussi que j'ai trouvé qui est super intéressant, celui de Alice Clément, qui explique surtout bien parce qu'il y a certaines parties qui sont, voilà, pour une personne qui n'est pas habituée, c'est un peu confus. Et pour moi aussi, souvent, c'est un peu confus. Et elle a bien expliqué ici parce qu'elle a fait, voilà, elle a mis un dessin voilà, très explicite pour aider à comprendre cette partie-là que je trouve que pour certains, voilà, ça pourrait être assez compliqué. Donc, ici, voilà, j'explique sur le setup. Donc, je vous avais déjà parlé, on utilise toujours Visual Studio. Et ici, j'ai déjà le projet ici, voilà, on a notre fonction main ici qui va appeler notre fonction que nous avons créée, getModuleHandle. Dans ce cas ici, ça va s'appeler help getModuleHandle. Et on passe le nom d'une DLL, voilà, à laquelle dont on veut obtenir son handle. Et c'est pour ça que si je mets un petit DLL ici, je mets ça dans ce type de array de caractères pour éviter pour faire un peu plus d'offuscation, quoi, de strings, voilà, pour éviter que la string ntdll.dll apparaisse directement dans le binaire, voilà, pour difficulter un peu plus le processus de reverse engineer, par exemple. Si quelqu'un veut reverse engineer après mon malware, voilà, ce ne sera pas si explicite que ça. Si tu utilises la commande strings sur mon binaire, tu ne verras pas le mot ntdll quand tu mets ça sur cette forme d'arrêt de caractère. Et donc, voilà, ici, on a un header file avec toutes les structures dont nous allons avoir besoin. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure qu'on va commencer à développer
nos fonctions. Et ici, voilà, c'est dans ce fichier ici, help functions, que nous allons, voilà. Salut, Secure, bienvenue. Tu, 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 tu. Et donc, Secure, au cas où voilà, tu n'auras pas compris aujourd'hui, je tente d'expliquer qu'on va euh, faire de l'obfuscation de fonctions avancées. Donc, par exemple, comme la dernière fois, on faisait de l'obfuscation de fonctions pour exécuter des fonctions en utilisant leur adresse mémoire. Et on avait voilà, ces définitions ici et on utilisait getProcAddress et getModuleHandle. Voilà, getModuleHandle pour obtenir un handle de la DLL dans laquelle se trouve la fonction et getProcAddress nous retourne l'adresse mémoire de la fonction dans la DLL. Et donc, c'est à partir de ça qu'on arrivait après à créer un pointeur vers une fonction et on l'exécutait à travers son adresse mémoire, qu'on récupérait ça avec getProcAddress. Donc maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est que pour plus d'obsèques, donc voilà, pour que ce soit plus difficile pour les antivirus de détecter, parce que si l'antivirus, bien les ED ont des hooks sur getProcAddress et getModuleHandle, ils peuvent toujours voir ce qu'on fait. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, pour aller encore un peu plus dans l'obfuscation, c'est que on va implémenter nous-mêmes, au lieu d'utiliser les fonctions getProcAddress et getModuleHandle de l'API de Windows, on va nous-mêmes implémenter nos propres versions de getProcAddress et de getModuleHandle. C'est l'objectif de live d'aujourd'hui. On va nous-mêmes implémenter ça. Et passant aujourd'hui, ce live, c'est l'avant-dernier live pour la série des lives pour bypasser Windows Defender, parce que le prochain live qu'on va faire, ça sera pour créer un programme en utilisant toutes les techniques que j'ai expliquées pendant toute cette série de lives. On va créer un programme et en utilisant toutes ces techniques là, et on va utiliser ça pour déployer Meterpreter sur Windows 11. J'ai déjà installé la VM avec Windows 11 et on va tester, voilà, pour voir si Windows Defender sur Windows 11 arrive à détecter ça ou pas. Donc ça, c'est l'avant-dernier live. Donc, maintenant, on va expliquer. On va commencer ici. Déjà, pour ça, je vais utiliser l'aide du blog que j'avais écrit. Voilà, j'avais écrit un blog qui explique voilà comment justement implémenter nous-mêmes notre get module handle et get proc address. Et il y a aussi un autre blog ici, ceux qui veulent accompagner, parce que je trouve que cette partie-ci, il y a une partie qui est un peu confuse et ici elle a mieux expliqué voilà avec les graphiques comme je disais. Donc ceux qui voudront voir. Et donc si on commence, déjà pour faire le parsing pour écrire get module handle, dans mon blog ici j'explique comment récupérer le base address d'une DLL avec WinDBG. WinDBG, c'est un programme, c'est Windows Debugger. Voilà, basiquement, c'est ça, c'est Windows Debugger. Ici, j'explique d'abord avec WinDBG et après, j'explique comment le faire avec du code. Ici, en bas, j'explique, voilà, comment écrire avec du code. Et pour cela, si on lit ici, par exemple, on a besoin d'un certain nombre de structures pour faire tout ceci. Et ici, par exemple, je dis que si vous avez installé Windows Studio, en principe, dans ce fichier, si vous aurez... Enfin, je crois que ce n'est pas le même. Mais bon, je crois que peut-être c'est le même. Dans ce répertoire, si vous aurez une liste de structures, et si vous ouvrez
celui-ci internal.h, vous allez avoir un certain nombre de structures. Après, euh, ça ouvert, juste pour que vous voyez un peu les structures qui sont ici. Ce sont des structures qui sont, voilà, qui sont utilisées par la l'API de Windows. Vous avez des trucs Unicode, String et tout. En fait, ce sont des structures qu'on aura besoin d'utiliser pour faire ce que nous allons faire ici. En particulier, celle-ci par exemple, PEB, LDR Data, LDR Data Table Entry, et ici la structure du PEB qui est le Process Environment Block. On a besoin de ça. Donc, comment est-ce que on commence? Déjà, on a notre fonction ici, help get module handle, qui prend le nom du module ou bien de la DLL, voilà, dont on veut obtenir un handle. Et comme vous pouvez voir, comme tu peux voir ici par exemple, ça, help get module handle prend le nom d'une DLL. Que ici, voilà, c'est en train de passer un petit DLL, mais bon, le nom de la fonction, ça prend le nom d'une DLL et ça retourne un handle. Et ça retourne un handle. Donc maintenant, ici, on commence ici. Je vais mettre ça. Voilà. On commence ici. Ces trois lignes-ci, c'est assez, assez explicite en fait. Parce que comme j'ai mis ici, c'est marqué ici en commentaire, IX86, c'est un nombre entier, voilà, qui représente 600 pour les... Si le compilateur, en fait, c'est sur un processeur à 32 bits, en fait. Si je compile ça en 32 bits, mon application en 32 bits, voilà, ça aura cette valeur 600. Et cette macro-ci, voilà, c'est une macro, on va dire, c'est une macro. Ce n'est pas défini dans l'architecture 64 bits. Donc, ce qui veut dire que, c'est pour ça que j'ai mis, en fait, ce if def ici. Voilà, pour dire si nous sommes sur 32 bits, on va utiliser cette ligne-ci. Mais si, au cas contraire, on va plutôt utiliser cette ligne-ci. Et maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise cette commande ici, read JS word et read fs double word? Pourquoi? C'est parce que sur l'architecture 64 bits, on va lire le registre GS pour avoir accès à la structure du PEB qui nous intéresse. PEB, comme je l'ai dit, c'est Process Environment Block. Et sur l'architecture 64 bits, ça se trouve sur le registre GS. Si on était sur une architecture 32 bits, ce serait plutôt sur le registre FS. Ça peut y ici à read FS double word. Et ça aurait été 4 bytes. Read double word, c'est 4 bytes, je crois. Et ça aurait été sur le registre FS. C'est pour ça que vous voyez ici, c'est un pointeur vers la structure PB. La variable process environment block, c'est un pointeur vers la structure PB. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a voilà, dans la structure PB? Si je fais ça, je clique. On a ici notre structure PB. Cette structure-ci, ça peut être, comme je vous ai montré au départ, vous pouvez retrouver ça comme je vous ai montré au départ, dans le fichier Winternal. Voilà, Winternal, je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça ici. Vous pouvez trouver ça ici. Ou alors,
Comme vous pouvez le voir, c'est juste que ce qui est ici dans le fichier winternal.h, voilà, il y a certains trucs, voilà, qui ne sont pas assez explicites. Comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, le premier, c'est un byte. D'ailleurs, on voit ici, on a bin debug du type byte. La même chose ici. Nous l'avons ici sous forme de boolean. Bref, ça, c'est une des formes de retrouver cette structure-là. Ou alors, l'autre forme, c'est, comme j'ai même mis le lien aussi ici, sur la documentation de Process Hacker. Attendez, on pouvait avoir cette structure. Je crois là-bas, c'est plus explicite la structure. Voilà, vous avez ici toute la structure, voilà, beaucoup plus détaillée que celle que nous avons dans Windows ici. Voilà, c'est beaucoup plus détaillé. Comme vous pouvez le voir, c'est une très grande structure, hein. Ça là, commence là sur le 9 et ça finit, voilà, ça finit ici sur 142. Voilà, c'est une très grosse structure. Ça, c'est pour le PIB. Vous pouvez trouver ça dans la documentation de Process Hacker. Process Hacker, qui est l'outil que j'utilise chaque temps là pour avoir des informations sur des applications et tout. C'est ça que. Et par exemple, vous pouvez aussi trouver ça dans ce lien-ci. Ce lien-ci, je vais mettre. Vous pouvez trouver ça si euh, vous venez ici rechercher par exemple. Vous avez une liste de structures ici. Si vous, pourquoi ça ne montre pas le PIB? Hmm. Comment est-ce que ça s'appelle ici? Parce que je sais il doit avoir aussi cette structure ici. Peut-être ça est sous un nom différent. Euh, je ne sais pas. Hmm. Quel est le nom qu'ils ont de ça ici? Parce que je sais que par exemple, si je regarde cette structure ici, celle-ci par exemple, ils n'ont pas ça sur cette forme ici, mais je crois qu'ils ont ça sur cette forme ici. Ah non. PIB. Je vais regarder la liste ici des structures. Pas possible qu'il n'ait pas ça. Euh, Ah, voici, ok, ils appellent ça PIB 64, ok, donc, non, mais voici ça ici, PIB, normal. Alors, pourquoi que ça montrait pas? Bref. Hmm, voici ça exactement, PIB, underscore PIB, avec la liste des structures là. Et, et vous avez le offset de chaque truc, voilà, si vous accédez à la structure PIB, vous avez inherit address space et vous avez le bin debug qui a l'offset 2. Et après, vous avez toute la structure là que vous pouvez copier, mettre dans notre fichier de structure ici, dans notre header file de structure ici. Dans notre cas, vous voyez ici, je n'ai pas mis la structure complète. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin d'accéder à la structure complète en fait. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le PIB LDR data. C'est ça qui va nous intéresser. C'est qui est un pointeur vers PIB LDR data. Si je reviens ici, vous allez voir par exemple, on a le process environment block. Et après ici, j'accède au LDR. PIB, vous voyez LDR pourquoi? Parce que dans le PIB, il y a plusieurs structures. Donc,
Pour vous montrer ça, je peux par exemple faire comme ça. Si j'efface ça et que je remets ça là, vous voyez, ça nous montre tous les éléments de la structure PIB auxquels nous avons accès. Voilà, vous voyez tout ça là. Et ce qui nous intéresse, c'est LDR. Voilà, c'est LDR. Si je viens sur mon blog, hmm, je viens sur mon blog ici. Quand vous utilisez le debugger de Windows Debugger, et que voilà, vous essayez de voir les structures du PIB en utilisant cette commande ici, comme vous voyez là, vous pouvez sur mon blog, je sais pas, sur mon blog, vous pouvez, je sais pas qui avait déjà posté mon blog, non. Hmm, Ça nous montre en fait ces valeurs que vous voyez. Par exemple, vous avez ici là le troisième élément de la structure PIB qui est Bin Debug. Ça dit ici là yes, voilà, parce que nous sommes en train d'utiliser Windows Debugger, qui est un debugger, voilà. Et après, en bas de ça, c'est Image Based Address. Donc, ce sont les mêmes structures que vous voyez ici. Vous voyez, troisième élément, c'est Bin Debug. Voilà. C'est le même truc que vous voyez ici. Après, maintenant, comme j'ai dit, ce qui nous intéresse ici, c'était le LDR, LDR, la structure LDR, qui est représentée par euh, le type de données, c'est PBLDR data. Voilà, ça, c'est à ça que nous devons accéder, qui se trouve à l'offset 18. Si on accède avec ça dans le Windows Debugger, ça va nous donner une autre série de structures. Donc, si je viens ici, pas ici. Comme nous avons vu, par exemple, ouais, le LDR, là. LDR. Vous avez ici, par exemple, voilà, sur l'offset 18, LDR qui correspond à un pointeur vers une structure en lui-même depuis BLDR data. Donc, si je vous c'était dans une nouvelle table, ça va nous donner la structure. Voilà. Ça va nous donner nous avons accès à une nouvelle structure ici, en fait. Avec d'autres éléments. Donc, c'est pour ça qu'ici, vu que nous avons accès au LDR déjà, ce qui nous intéresse ensuite, c'est le In-Memory Order Module List. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Ouais. In-Memory, on doit accéder à la structure In-Memory Order Module List. Et comme vous pouvez le voir ici, pour vous montrer ça, notre, voilà, c'est ça qui est ici en rouge, In-Memory Order Module List. C'est dans ça qu'on doit accéder. Attendez. Ouais. Si vous regardez par exemple ici, sur le graphique que elle a fait, on a commencé voilà, en ayant accès à la structure du PIB Process Environment Block. Après, voilà, on a pris le LDR, le LDR lui-même, c'est une structure, c'est une autre structure qui avec plusieurs données à l'intérieur. Voilà, c'est une structure de PIB LDR data avec plusieurs données. Ici, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci, in Memory Order Module List. Et dans cette liste-ci, c'est le list entry ici, c'est ce qu'on appelle une liste de données. Et à l'intérieur, vous avez le F-link et le B-link. Le F-link, voilà, c'est pour accéder à l'élément suivant. Le B-link, c'est pour accéder à l'élément d'avant. Donc, quand on part si on suit, comme vous voyez ici, on choisit le F-link, ça va nous donner accès à une autre
à une structure ici qui est le F-link, et sauf que cette structure ici, ça va nous donner accès au F-link ici de type LDA Data Table Entry en fait. En fait, vu que celui-ci, In-Memory Order Module List, ce qu'on appelle une liste double, en fait. Une double liste, voilà. C'est une liste de données double. C'est ça que vous voyez, il y a ça deux fois. Et quand vous accédez la première fois, ici, et après vous venez ici, deuxième fois, ça va vous faire atterrir ici, dans une liste de données qui s'appelle, une structure de données qui s'appelle LDA Data Table Entry, correspondant à votre exécutable en lui-même. Et si vous essayez encore d'accéder à l'élément suivant en utilisant le F-link, ça va vous donner l'élément suivant de la liste qui sera une structure toujours de LDA Data Table Entry, mais qui correspond au module NTDLL. Donc, l'objectif ici pour nous, c'est d'obtenir des informations sur la liste des modules de notre programme, en fait. Vous savez que dans une application, il peut y avoir plusieurs modules. Si je veux, par exemple, ici, vous avez ici les modules. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs modules et tout ça. Je ne sais pas si ici, on peut inspecter. Hmm. Je vois, ça montre le nom, mais non, ça montre pas le nom que je voulais. Et voilà, comme je vous montre dans une structure, vous avez le des night, parce que ouais. Un truc auquel j'ai information, c'est par exemple calculatrice, voilà. Vous avez plusieurs modules à l'intérieur et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir écrire notre propre programme sans utiliser getModuleHandle pour pouvoir avoir accès à ces modules-ci, à tous ces modules-ci là. Et vous allez voir que quand on aura accès, qu'on va avoir accès à c'est la structure, par exemple, LDR Data Table Entry, c'est la structure qui nous donne les informations sur chaque module, en fait. Et quand vous avez accès à cette structure-là, vous pouvez, par exemple, récupérer le full DLL name du module ou bien de la DLL. Euh, donc, revenons à ce que je disais. Nous sommes ici, nous sommes ici dans une structure de PIB LDR Data. Voilà, PIB LDR Data. Et on va utiliser ça pour accéder à la In-Memory Order Module List. Comme vous pouvez le voir ici, il y a cet élément ici, In-Memory Order Module List, qui est du type voilà, In-Memory Order Module List, qui est du type list un pointeur vers une list entry, basiquement. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai mis deux ici? C'est pour vous montrer différence, parce que soit vous pouvez faire ici, si vous décidez de faire, de créer une variable du type pointeur vers list entry, vous êtes obligé d'utiliser ça de cette façon-ci, en mettant un pointeur. Et si vous mettez juste un list entry, vous pouvez mettre ça juste comme ça. Pourquoi? Parce que je vais mettre un breakpoint ici pour que vous puissiez voir en exécutant le programme. Debug. Voilà. Ok, maintenant, par exemple, nous avons ici la structure LDR. C'est où LDR? Je viens dans le local, ça doit apparaître LDR. Voici LDR. Vous voyez, dans LDR, j'espère que vous arrivez à voir. Ouais. Dans LDR, nous avons
len, initialize, in memory order module list. Et c'est ça qui nous intéresse. Et si vous voyez ici, ça nous dit que le in memory order, cette variable ici, in memory order module list, son type de données, c'est un list entry. C'est un list entry. Et donc, c'est à ça qu'on veut accéder. Ça se trouve dans le variable LDR. Donc, c'est pour ça qu'ici, vu que c'est un list entry, si vous voulez faire un list entry module list, on fait juste LDR, voilà, et on accède à la donnée qui est à l'intérieur de la structure. Mais si vous voulez faire un pointeur vers list entry, vous êtes obligé, voilà, de passer ça comme ça, par référence. Vous dites qu'on envoie l'adresse, un pointeur, appelez-vous un pointeur, c'est juste un type de données qui va recevoir une adresse mémoire. Donc, vous avez un int qui est un type de données qui reçoit un nombre entier. Un pointeur, c'est un type de données qui reçoit une adresse mémoire. Comme ça que ici, je passe, voilà, en utilisant ce symbole-ci, pas comment ça s'appelle, e-commercial, je crois, bref. On va passer l'adresse mémoire de in-memory order module list. Et c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Et ensuite, on va accéder au F-link. Par exemple, comme vous voyez ici, in-memory order module list. Si j'ouvre ça, vous allez voir qu'il y a F-link, comme je disais, et B-link. F-link, son type de données, déjà, par défaut, c'est un pointeur vers une list entry. Donc, ça que vous allez voir ici, F-link, c'est un pointeur vers une list entry. Ici, l'un j'ai mis à flèche comme ça et l'autre c'est le point. Pourquoi? Parce que celui d'en haut, le module list, c'est un pointeur. Module list 2, ce n'est pas un pointeur. Et généralement, pour accéder à une structure de données, quand c'est un pointeur, tu dois accéder aux éléments de la structure avec une flèche. Mais quand ce n'est pas un pointeur, quand c'est juste voilà, un autre élément, un int ou un autre type de données, c'est en utilisant un point, en fait. C'est juste ça la différence. Donc maintenant, nous avons, comme je disais, nous avons un F-link pour aller à l'élément suivant de la liste et un B-link pour aller à l'élément d'avant de la liste. Mais si vous vous rappelez, le in-memory order module list ici, c'est une double liste en fait. Une double liste. Donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, ici on va accéder ici vous allez voir, on va accéder au F-link une fois. Et après ici, on va encore accéder au F-link une deuxième fois. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une double liste de données. Et ici, nous avons plist, le plist entry ici, comme vous pouvez le voir, c'est juste le start list entry. Start list entry, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand on va accéder au F-link, ça va nous donner le début de notre liste, en fait. Vous pouvez voir ça ici. Quand on va accéder au F-link, ça nous donne, nous sommes au début de notre liste. Nous sommes, nous sommes au début de notre liste. Nous sommes au premier élément de la liste, en fait. C'est-à-dire pour la première fois, au F-link, si nous sommes au premier élément de la liste. C'est ça que vous voyez ici. C'est ça que j'ai mis ici. Start list entry, le module list F-link. Le list entry, voilà, c'est beginning of in-memory order module list. Et après ici, ça c'est juste un for loop, comme vous pouvez le voir dans ce for loop. Dans chaque itération du for loop, on va accéder à l'élément suivant en utilisant le F-link. Donc, généralement, dans un for loop, vous devriez voir, par exemple, ici, on devait faire plus 1, ou bien voilà, on devait faire peut-être plist entry plus 1. Mais ici, F-link nous permet déjà, en fait, d'accéder à l'élément suivant. C'est pour ça que on utilise le F-link ici pour accéder à l'élément suivant chaque fois.
Et après, à l'intérieur de cet élément, on a ce qu'on appelle le LDR Data Table Entry, une structure, voilà, qui représente chaque élément dans la double liste. Chaque élément dans la double liste, c'est une structure de LDL Data Table Entry qui représente la liste des modules qui sont dans notre binaire. Et ici, par exemple, vous allez voir le premier module, c'est toujours votre programme en lui-même, en fait. Le premier module, c'est toujours votre programme en lui-même. Et après, le deuxième module, généralement, c'est NTDLL. On peut voir ça si j'ai un breakpoint ici, je peux mettre continue tout simplement. Je suis ici, et si je regarde par exemple pntry, ça doit être ici quelque part, pntry, vous voyez, pntry, ça nous donne DLL base, ça nous donne full DLL name et base DLL name, ça nous donne le nom de la DLL. Et vous voyez ici par exemple, le nom que ça nous donne c'est function of.exe, qui est le nom de mon programme qui est en exécution actuellement. C'est facile à voir, vous pouvez voir ici process function of.exe. Et c'est pour obtenir un handle du module que l'on veut. Le handle, ça sera représenté par le DLL base, le base address. C'est ça qui sera notre handle. Mais n'oubliez pas que nous sommes à la recherche de, du base address de NTDLL. Celui-ci, ça nous donne des informations sur notre propre exécutable. C'est pour ça qu'ici, vous allez voir, je compare le nom. Ici, je compare le nom smodule_name. J'ai une fonction qui c'est myStringCompare qui compare le base_name.buffer avec le module name. Le module name, comme vous pouvez le voir ici, c'est ntdll.dll, donc c'est ça qui nous intéresse. Et ici, vous allez voir ici le base_dll name. Si je clique ici, ça a d'autres valeurs à l'intérieur qui est le length, maximum length et buffer. Et c'est le buffer que je compare. Voilà, c'est le buffer là que je compare au nom de la DLL qu'on veut. Et si ça match, je fais un return. Si ça ne match pas, voilà, on va encore aller sur le flink, ici dans notre loop for, voilà, pour aller à l'élément suivant. Et ici, ici, vous pouvez le voir que ça ne match pas parce que voilà, nous sommes sur notre propre exécutable. Maintenant, si je clique encore sur continue, ça va faire, voilà, une nouvelle itération. Après l'élément suivant, vous allez voir que maintenant, c'est ntdll.dll. Donc, si je viens ici sur pn3, je regarde les informations qui sont dans pn3. J'ai le DLL base, lequel est le base address de la DLL dans la mémoire de notre processus. Et nous avons ici le DLL name, comme je disais, ntdll.dll. Et c'est ça qu'on va récupérer. Et en fait, c'est la même chose que get module handle fait, en fait. C'est ça que ça va nous donner. Ça va nous donner ce DLLB ici. Cette adresse-ci que vous voyez, voilà, qui se termine par 770 000 ici. C'est ça que nous retourne get module handle. Et c'est pour ça qu'ici, vous voyez, je refais un return pn3.dll_base et je fais typecast pour à un handle to module parce que par défaut, je crois le P1 là, le DLL base, par défaut, c'est un pointeur to void. Voilà, c'est un pointeur vers void. Donc, je fais un typecast parce que ce que nous on veut, c'est un handle. Voilà, donc handle to module, c'est un module. Et je return ça. Et vous allez voir que c'est ça que ça va nous retourner. Je fais par exemple, je continue. Ça va nous retourner cette adresse-là. Donc voilà. Ça c'est pour obtenir get module handle.
Et maintenant ici, voilà, ici, j'ai juste fait ça 2 fois voilà, parce que pour montrer la différence et au cas où tu utilises module list ou bien si tu utilises module list n'est pas un pointeur et module list qui est un pointeur vers une liste, un tree. La seule différence, c'est que à ce niveau ici, tu es obligé de passer, comme je disais, un pointeur et ici, non. Je ne passe pas un pointeur, voilà. C'est ça la seule différence. Bon, pour ceux qui voudront savoir. Et ça va nous donner le get module handle. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le get proc address pour obtenir l'adresse de la fonction. Pour cela, help to cpp, help cop address. J'ai ici que, attendez, je vais vous montrer ça. Hmm. Voilà, nous avons ici get proc address, help function.h. Ok, j'avais déjà mis ça là. Maintenant, ce qu'on veut, maintenant qu'on a le handle, la fonction getProcAddress, ça prend le handle vers un module. Si vous vous rappelez, la fonction getProcAddress, comme vous voyez la définition ici, ça prend le handle d'un module et le la string, une string, voilà, donc le nom de la fonction en fait, le nom de la fonction. Maintenant, c'est pour ça qu'ici, je getProcAddress handle vers un module et aussi le nom d'une fonction. Et on va faire maintenant, pour pouvoir, maintenant qu'on a le handle vers le module, on doit maintenant faire ce qu'on appelle du parsing de ce module pour accéder aux fonctions et à la tête mémoire des fonctions qui sont à l'intérieur. Pour cela, on va utiliser un outil dont je vous avais déjà parlé qui s'appelle Beer. Et vu qu'ici on est en train de chercher, on va chercher quelle fonction. Hmm, chercher une fonction. Attendez. Hmm, on peut chercher même une fonction comme voilà int protect virtual memory. Je vais mettre ça là. Hmm, hmm, Ouais, je n'ai pas int protect virtual memory. Je n'ai pas la structure ici. Je dois avoir ça ici. Je dois avoir int protect. Et my int protect virtual memory. Ah, parce que ça ne... Mais help function.h n'importe pas la structure. Ah, ok, je vois. Ici, ici, j'ai mis pragma 11, j'espère, oui, pour que ça... Dans ce cas, ça veut dire que je peux tout simplement copier ça et mettre ici. Voilà. DLL. Ici, au lieu de DLL module, je peux mettre
NTDLL et un autre module. Voilà. Et donc, maintenant, c'est bon. Donc, hmm, attends, c'était juste pour mettre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, comme je voulais vous montrer, on va utiliser, voilà, pour exemplifier, on va par exemple écrire nous-mêmes la fonction getProc address pour récupérer l'adresse de la fonction NTProtect, NTProtect virtual memory dans la DLL, NTDLL. Donc, si vous ouvrez la DLL, NTDLL, OP, c'est dans Windows, system32, DLL.dll, open. Voilà. Nous ouvrons la DLL ici dans PIBR, donc on a ici la liste des structures, hein. Vous pouvez le voir, on a le DOS header. Le DOS header, c'est, voilà, si vous avez l'habitude de regarder des programmes voilà, des programmes sur Windows, des exécutables, vous devez connaître sur MZ, c'est la MZ header, qu'on appelle le DOS header, comme ils appellent ça ici. Après, maintenant, vous avez le DOS stop, et vous avez ici le NT headers. Et dans le NT header, vous avez ce qu'on appelle le optional header, et tout ça. Et si vous venez ici dans la structure, dans le optional header, vous allez voir que le optional header nous donne un certain nombre d'informations. Et là où nous avons ici le dot header, en commençant par exemple ici par le dot header, vous avez les informations que ça nous donne. Ce qu'on appelle le magic number ici. Attendez, si je fais follow on click. Voilà. Le magic number ici, c'est le MZ. Vous le voyez ici, 4D5A. En mémoire, c'est ça qui est le MZ. Et on va utiliser aussi le file. Ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est le file address of new exe header. Et le star se trouve au offset 3C. Voilà. Bref. Vous avez le rich header. Mais ça ne nous intéresse pas trop. Le file header qui a aussi certaines informations. Il nous dit, c'est par exemple, file is executable. Vous voyez. File is a DLL. Ça nous dit si c'est une DLL. Vous avez ici l'optional header, comme je disais, qui a beaucoup d'informations. Vous allez voir ici que ça a un array de data directory array avec voilà l'adresse et le size. Et vous allez voir ici qu'il y a sur le export, vous avez ce qu'on appelle le exported function, les fonctions qui sont exportées par la DLL. Et c'est avec ça, c'est ici là que nous allons utiliser un certain nombre d'informations, en particulier le address of function, address of name et address of names ordinals. J'agrandis un peu ça, voilà. On va utiliser tout ça pour pouvoir obtenir l'adresse en fonction, l'adresse mémoire de chaque fonction, en fait, de toute fonction que nous allons vouloir. Et vous allez voir ici le ordinal. C'est un peu, on va dire, par ordre. On va dire comme ça, c'est par ordre. Et si on veut le NT Protect Virtual Memory, ça se trouve NT Protect, ça doit être NT Protect, oh, j'ai dépassé. NT Protect Virtual Memory, voici ça ici. Voilà, function. Là, oui, ici le function RVA. Nous avons ici le name RVA. Donc, la fonction function RVA, ça nous donne le relative function RVA, ça veut dire relative virtual address en mémoire.
Vous avez Security Protect Virtual Memory. Ouais, c'est ça. Donc, nous allons utiliser avec GetPOC Address, ce que nous allons faire, c'est, voilà, accéder un peu à cette information aussi, mais en utilisant du code en C, en fait, ce que nous allons faire. Et donc, pour cela, comme je disais, nous avons d'abord besoin du base address de la DLL en mémoire. Euh, et c'est ça que nous avons ici avec get module handle. Ça nous a donné un handle vers module qui est aussi qui peut aussi représenter on appelle le base address, en fait. L'adresse base, en fait, en mémoire de la DLL. Je viens ici maintenant. Enlever ça. Ça. Vous le voyez ici, par exemple, get proc address. Voilà, je passe le handle de notre module de la DLL et je passe le nom de la fonction que nous allons rechercher dans la DLL. Et ici, la première chose que je fais, c'est que je convertis le handle de notre module à un pointeur parce que ce qu'on veut, on va utiliser ça comme base address pour accéder aux informations. Donc, il faut savoir que quand les trucs, attendez, je vais vous montrer. Quand quand nous avons cette information ici, si je viens par exemple ici, le dot header, non, pas ici, ça ne montre pas ça. Où est-ce qu'il y a même ça? Attendez, I click to follow every, mais, attends. Ça fait click follow row address, hein. Ça c'est le row address. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, export, par exemple. Ici, l'adresse que ça nous donne, par exemple, ça nous donne le RVA, Relative Virtual Address. Ça, c'est le Relative Virtual Address. Pour avoir le Virtual Address, qui est l'adresse exacte en mémoire, vous allez voir qu'on va toujours faire comme ça. On va prendre le base address et on va ajouter aux éléments, en fait. On va toujours ajouter le base address aux éléments pour avoir le Virtual Address. Parce que le PIBS, ce que ça nous donne, c'est toujours le Relative Virtual Address, en fait. C'est l'adresse relative au base. Donc, si on veut avoir l'adresse exacte, on doit ajouter le base address. Donc, on fait base address plus. Vous allez voir ici, chaque fois, je fais toujours. Je vais faire base address plus et tout pour accéder à certains éléments. Mais allons d'abord pas à pas. Donc, je crois que le mieux, c'est que je mette un breakpoint ici et que je lance, par exemple. C'est maintenant comme je vois. Already defined. Multiply defined symbol font. Multiply defined symbol font. Ça, c'est parce que ici, j'ai mis, ça, c'est parce que j'ai mis ici le struct.h. Le struct.h. Help function.h. Je peux donc mettre ça ici. Que je vais enlever ça ici. Pour mettre ici. Et un pointeur de date toujours donné ici. Et une fois ça peut me donner cette erreur. Toujours. Bizarre. Already defined in function obfuscate. Le function.h. Je dois, ce que je dois plutôt faire, c'est enlever ça d'ici. Mais si. Ouais, ça ne va pas. Il n'a pas accès à ça.
Si j'accède à si j'ai le truc ici défini, hmm, ouais, que je fais ici, je suis en train de redéfinir euh, le truc deux fois. Comment est-ce que je peux en faire ça? Hmm, J'ai besoin d'utiliser le truc, mais normalement, si je mets pragma 11, ça veut dire qu'il définit, et qu'il peut définir tout ça seulement une seule fois. Euh, et ainsi, il n'y aura pas il ne pourra pas avoir accès. Help function.h. Ici, il y a besoin de ça pour. Mhm. Et ici, j'ai un autre source file. Comment est-ce que je peux me régler ça rapidement? Hmm, hmm. Hop. Hmm. Normalement, ça devait donner quand je mets celui-ci ici. Pourquoi est-ce que, parce que j'ai inclus celui-ci une seule fois, c'est déjà défini. Donc, j'ai un peu fait rebuild solution pour voir. Already defined in function object.f. Web function object. Already defined in function object. Help function object. Mais ça marque juste la fonction string compare. C'est juste ça que ça marque. Euh, je vais corriger ça après. Euh, je vais corriger ça après. Je vais commenter ça. Et ici, je vais utiliser la fonction string compare normal. Voilà, j'ai tout. Et maintenant, ça donne plus la même erreur. Non. Ok, maintenant on peut continuer. Comme je disais, nous avons ici, si je peux minimiser ça, mettre ça comme ça. Voilà. C'est ici. Ouf. Ça, je vais mettre ça comment? Regardez.
Euh, attendez. Voilà. Un peu comme ça, voilà, on va dire. Et donc maintenant, vous voyez ici, on commence ici, voilà, on a commencé avec le module et on a le base address. Je convertis ça à pointer tout ça, voilà, pour avoir ce qu'on appelle le base address. Et vous voyez que le base address, ça commence directement sur le MZ ici. Le base address, vous voyez ici, ça nous montre MZ. Ça commence directement, si je viens ici sur dot header et clique sur le dot header, voilà, c'est tout ceci là, et c'est tout ceci qui est le dot header. Je vois, c'est tout ça qui est le dot header. Ici, on a le MZ. Et, et c'est pour ça que ici, je fais euh, pointer to dot header c'est égal à base address, qui est la variable qui est définie ici. C'est juste faire du typecast, voilà, pour que ça passe au type image.header, parce que dans l'API de Windows, voilà, tu as un type spécifique, voilà, pour le dot header, voilà, c'est juste ça que j'ai fait. C'est tout. Donc, le dot header, c'est le base address. Ça commence là. Maintenant, à partir du base address que nous avons, déjà, on veut accéder par exemple au NT-header. NT-header, c'est ça ici. NT-header, c'est ici. Et donc, ce qu'on fait, c'est quoi? Ce qu'on fait, c'est que on fait le base address plus la valeur qui se trouve ici. Euh, ça, c'est combien même? Dot header et new, si je clique ici. Voilà. Ici, là, le file address of new exe header. Le file address of new exe header. Cette valeur-ci, là. Voilà. Donc, on va faire le base address plus ceci. Et ça va nous donner, on va rentrer dans le NT header. On va obtenir le NT header. Donc, c'est pour ça qu'ici, je fais, dot header, je fais le base address plus le LFA new, qui est ce truc-ci, là. Maintenant, ce LFA new ici, attendez. Dot header, si je viens ici, vous voyez dot header, ULF new, je vais mettre ça en hexadécimal display, je mets cette valeur-ci. Magic, c'est le magic number, je crois. L'adresse du magic number. Attendez, il y a un truc que je suis pas en train de bien voir. On a le dot header, on a le magic Python last page. On a le CBLP qui est le byte on last page. On a ces relocations. Celui-ci, c'est le relocations. Ok. Comme vous pouvez le voir ici, je suis en train de comparer. Je peux... Ok. Et je clique un peu ici. E8000. C'est ça qu'il y a ici. Ok, je vois. Je vais dire que si on fait le base address.
base address AMD, dot header. Nous avons toutes ces structures d'informations ici. Hmm. Hmm. Attendez un peu. Non, ça va pas. Je voulais voir un peu comment accéder à voir les mêmes informations parce que PIBS, ça nous montre les informations quand le fichier est sur le disque, quoi, pas quand c'est en exécution. Donc, ce que je peux aussi faire, c'est zéro x et 08. Je vais prendre l'adresse l'adresse header. Je vais ouvrir ça dans Function of Fichier, dans Process Tracker. Il faut que, ok, hmm, nous avons notre DLL, NTDLL qui est là. Le dot header, et le base address. Hmm, non, on veut NTDLL. 7D, voici. Ça va nous mettre les informations que je veux. Non, ça ne donne pas les informations que je veux. Hmm, c'est le export, load config. Non, ce n'est pas ça. Je vais aller ici dans memory. Et je vais regarder l'adresse que ça nous donne de NTDLL ici, c'est même quoi. Ah non, c'est ça, ouais. C'est ça, en fait. Et ici, attendez. Ouais, c'est ça. Le base address. Le base address que j'avais ici du module NTDLL. Vous voyez ici, c'est 7D 70 000. Et ici, notre base address, c'est la même chose, 7D 70 000. Maintenant, ce que je vais faire, c'est copier ça. On peut pas inspect, non, je veux directement ouvrir cette adresse. Je viens ici dans la mémoire. Et voilà, bon. BP base address. Voici ça là. Donc, je viens ici, c'est 67 7D. C'est ici. NTDLL, voilà. C'est ici. C'est readable. Ici, j'ouvre ça. Nous avons ici le MZ header. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. C'est ça que j'ai cherché. Donc, vous pouvez le voir, on a ici maintenant, on a le base address. Vous voyez ici, base address 70 000 MZ header, c'est ça qu'on voit ici. 4D5A. Et maintenant, je voulais vous montrer, c'est que le DOS header, c'est toutes ces informations ici, jusqu'à ce E8-ci. Et le E8-ci, comme vous voyez, c'est le File Address of New Exe Header. Le D8-ci. Le E8, je vais dire.
c'est dans le DOS header. Dans le DOS header, nous avons plusieurs éléments. On commence par le magic number et ça va jusqu'à celui-ci et à l'intérieur, il y a la valeur E8. Et c'est toujours comme ça, il y a toujours cette valeur-là. Donc, c'est pour ça que c'est précisément ça que je voulais. Oh, non, précisément ça que je voulais montrer. Juste m'embête. Voilà, process hacker. Ici, donc vous allez voir ici, on a tout ça qui est le dot header qui s'arrête ici. Un peu comme ça montre ici dans PBear E8 00000. C'est ça que nous avons là. E8 000. Et le E8 le E8 ici, cette valeur de E8 ici, c'est ça qu'ils appellent le E underscore LFA new. Le E8 là, c'est pour ça qu'ici on fait PBase adresse plus ça va nous donner un tiret de. Quoi c'est ça? Un tiret de. Pour vérifier, on peut venir ici. Je viens sur mon blog, je crois que j'avais montré ça. Parasynthic DLL. Imagify, ok, ici c'est ça. Next, we are going inside the NT headers. To reach the NT headers, you need to reach the last four, ok. Pour accéder aux NT headers, on doit lire les derniers 4 bytes du DOS header qui sont représentés par le fil qu'on appelle, comme il dit ici, E underscore LF new. Et ce fil-là correspond à une valeur qui roll the value which correspond to the location of NT header. Donc la valeur là, c'est la localisation du NT header, le E8 là, la localisation du NT header. Après qu'on ait récupéré cette valeur, on a juste à l'ajouter au base address. Voilà, c'est ça que je voulais exactement expliquer. Donc, on récupère cette valeur-ci là, on lit les derniers 4 bytes, 1, 2, 3, 4. Et c'est ça qui nous donne l'adresse du NT headers. Si je clique donc ici, ça nous donne ça. Et si je clique ici sur NT headers, vous voyez que ça nous donne la même chose. Donc si je viens par exemple sur dot header et que je clique sur NT headers, vous voyez que NT headers commence ici 5040. Vous voyez l'adresse ici c'est E8. E8 en fait, E8. Sauf que cette adresse que ça nous donne, ce sont ce qu'on appelle des Relative Virtual Address, RVA. Dans des adresses relatives. Donc, pour obtenir l'adresse même exacte, on va ajouter ça au base address. C'est pour ça qu'ici, je fais base address plus l'adresse qui sera ici, là, plus E8. Et on sera dans le NT header. On sera dans le NT header. Et donc, si je clique NT header ici, là, ou bien que je clique ici, là, ça revient au même. On est ici au NT headers. Et maintenant, je sais pas si vous pouvez voir ici, par exemple, l'adresse E8. L'adresse E8, c'est relatif au base address, en fait. Donc, c'est un peu comme si ça commençait à compter uniquement à partir du base address. Donc, si on commence ici à compter 00 à partir du MZ header, et on compte jusqu'à E8 en hexadécimal. Donc, si on cherche E8 ici, là,
on cherche E8. Ici, là, nous sommes à E0. Donc, si on va arriver à E8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va commencer ici, là, 50, 45. Vous allez voir 50, 45, 0, 0, qui est la même chose qu'ici, qui est E8. 50, 45, tout ça. Ici, ça nous présente 16 bytes per row. Je ne sais pas si on peut changer ça. Si je mets 32 bytes. Non, pas 32 bytes. 8 bytes. Je sais pas si ça va, là, ça va nous montrer E8. Voilà, ça nous montre maintenant E8. Maintenant, vous pouvez mieux voir E8 ici. Mais tout ça, c'est parce que ça commence à compter 00 à l'adresse de la DLL, NT-DLL, à la base adresse et tout ça. Ça commence à compter 0 à partir du base adresse. Et donc, si on part à E8, vous allez voir que, ouais, E8, qui est là, 50, 45, 00. C'est ça qui est le NT-headers. Et maintenant que nous sommes dans le NT-headers, nous sommes dans le NT-headers. Vous voyez, dans le NT-headers, il y a ce qu'on appelle le signature, le file header et le optional header. Donc ici, par exemple, on nous dit que après que nous ayons le NT-header, on doit accéder au optional header. Déjà, le NT-header a plusieurs éléments à l'intérieur. Nous avons ici le optional header. Ok, ce n'est pas encore là-bas, donc il faut que je fasse juste... voilà. Empty header, optional header, voilà. Dans le optional header, nous avons encore plusieurs d'autres informations. Nous avons par exemple Major Operating System Version. Par exemple, vous avez plein de size of image. Là, ça veut dire size of image, c'est la taille de l'image, dans la taille de la DLL. Size of header, c'est la taille du NT headers. Subsystem, voilà. Et nous avons ici un array, le data directory. Nous avons ici un array. Si j'expande ça, ça va nous donner des informations, d'autres informations, bref. Allons pardon. Maintenant, nous sommes déjà au NT headers. Et dans le NT headers, il y a ces éléments si on veut accéder au optional header. Dans le NT headers, on veut accéder au optional header. L'optional header commence ici à 100. Ça veut dire que si je viens regarder dans mon blog ici, nous sommes déjà au NT header. Vous voyez ici la structure image NT header et à l'intérieur, il y a optional header qui nous intéresse et on va avoir ici un pointeur vers image optional header. Et donc, on continue en entrant dans le optional header. Ça contient l'array data directory qui, lui, contient le virtual address et le size de export directory que nous aurons besoin, dont nous aurons besoin. Donc, voilà. Maintenant ici, plus exactement, optional header. On est un tiers de... Mon machine est devenue lente, ok. Nous sommes ici au NT header. Maintenant, on va accéder au optional header. Vous voyez que ici, quand on a le NT header, c'est même où? Headers. Le optional header, c'est juste, voilà, image optional header, voilà. Donc, ce que nous avons fait, c'est que on a créé un pointer to optional header et on a passé, voilà, tout simplement, on a accédé au optional header en passant ça par référence, voilà, comme c'est un pointeur et tout,
Rappelez-vous, un pointeur contient une adresse mémoire, donc on passe à l'adresse mémoire du optional header tout simplement. On passe à l'adresse mémoire du optional header. Et ici, nous sommes dans le optional header. Et dans le optional header, on vient ici dans le data directory. Le optional header contient le data directory. Optional header contient le data directory qui se trouve ici en bas. Et le data directory, c'est un array c'est un image data directory. C'est un array du type image data directory. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'ici, on fait un pointeur vers image data directory et on passe l'adresse mémoire du data directory avec la taille comme c'est un array, ça a une taille spécifique, c'est image directory entry export. Ça, c'est une valeur qui est dans l'API de Windows. Voilà, vous pouvez juste écrire ça ici. Je sais pas si je fais F12, ça représente, voilà, hashtag image directory entry export 0, l'élément du début. Ça représente la export directory, l'élément 0 du export directory, je crois. Ok, ouais, ça pensait que ça représentait la taille, mais ça représente plutôt l'élément 0. Pourquoi est-ce que ici, data directory, 0x00010. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Data directory qui un array address and size, ok. Et ici, image directory entry export à la valeur 0. Export directory. Import directory. Je crois que je vois. Ah. Je vois. Parce que data directory, c'est un array avec plusieurs éléments à l'intérieur. Et le premier élément, c'est le export directory. Le deuxième élément, c'est le import directory. OK. Et ainsi de suite. C'est ça que vous voyez là. OK. Donc, c'est pour ça que ici, mais data directory array, l'élément 0, ça va nous donner le export directory. C'est l'export directory qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'est l'export directory qui nous donne la liste des fonctions exportées par la DLL. Et vous allez voir qu'ici, si vous cliquez dans export, nous avons la liste des fonctions ici. Donc voilà. Et donc ici, nous avons le image, nous avons le export directory, donc nous avons le export directory ainsi. Pourquoi? En accédant au optional header à l'array data directory, premier élément, donc 0. Et c'est ça que nous donne le export data directory. Et ici, nous avons export data directory, export directory address. Ici, on récupère l'adresse du export directory. Donc, pour récupérer l'adresse, on a juste, vu que nous sommes déjà dans le export data directory, on accède juste au virtual address. Rappelez-vous, data directory, chaque élément ici, chaque élément dans le data directory, que ce soit export directory ou bien import directory, chacun de ces éléments a une adresse et une taille, size. On va récupérer l'adresse du export directory ici. On ajoute toujours au base address et on sera dans la export table. Et nous sommes déjà maintenant ici. Et puis que nous sommes ici,
Avec le export directory address, nous sommes déjà là, on peut facilement accéder aux informations qui suivent comme address of function, address of name ordinals. Ce qu'on veut, c'est récupérer l'adresse mémoire de la fonction, donc address of functions. Mais pour cela, vu qu'on fait la recherche via le nom, on va d'abord commencer par le address of names. On va commencer par le address of names, vu que on est en train de faire la recherche via le nom de la fonction. Mais donc, on définit d'abord ici le address of functions, address of names, address of name ordinals dans chaque variable, parce qu'on va utiliser tout ça. Et ici, maintenant, on fait le parse de la liste des fonctions. On fait le parse de la liste des fonctions. Ici, par exemple, comme vous pouvez voir, on fait un loop for du nombre de fonctions qui sont là à l'intérieur. Et pour avoir ça, on regarde juste le number of names. Nous pouvons voir le number of names. D'ailleurs, même, pourquoi est-ce que le number of names est différent du number of functions? C'est une bonne question. Alors que ça devrait être la même chose. Sauf s'il y a une fonction qui n'a pas de nom. C'est intéressant. Attendez, je regarde. Il y a une fonction qui n'a pas de nom. Name. Je crois que c'est. Ah oui, je crois. Il y a une fonction. Il y a un truc ici qui n'a pas de nom. C'est peut-être pour ça. Ok. Mais on va faire number of names. On donne le nombre de fonctions ici, 982. Voilà. Les valeurs qui sont ici sont en hexadécimal. Donc, oui. 2435. 2435 fonctions qui sont exportées par un TDLL. Donc, c'est ça qu'on fait ici. Pendant que on va faire i égale à 0, tant que i est inférieur à export directory number of names, attendez, j'avance un peu. Export directory number of names, voilà, qui est ici en hexadécimal. Mais si je mets par exemple, je désactive l'hexadécimal et je mets décimal, voilà, ça va mettre 2434. Exactement. Voilà, 2434 fonctions. Pendant que i est inférieur à 2434, on va faire un loop, voilà. On va ajouter, on va incrémenter d'un chaque temps. Qui fait que on commence ici, on va récupérer pour accéder au nom à l'adresse de la fonction. Rien de plus que vous montrer ici, quoi, c'est plus explicite ici. Je crois ici, elle s'est trompée. Ici, c'est address of names ordinals. Pas de address of function. Ici, elle s'est trompée, c'est address of function. Donc, pourquoi? Parce que, comme on fait la recherche via le nom, on recherche le nom, on trouve son ordinal. On trouve son original et après, avec son original, on utilise l'index de son original pour accéder pour récupérer l'adresse de la fonction, en fait. Son original, on utilise l'original comme index dans l'array d'adresse de fonction pour récupérer l'adresse mémoire de la fonction. C'est un peu ce qu'elle même elle explique ici. Le string hash final, sa position est à la position 0 dans address of names. C'est la fonction ici, la première fonction, voilà. La première fonction, on fait la recherche vers le nom, vu que c'est le premier nom qui apparaît. C'est à la position 0 dans le address of names. Et ensuite, vu que c'est à la position 0, on va maintenant récupérer le ordinal, on récupère la position là, pas dans le address of name ordinals. On regarde dans l'index 0.
Et ensuite, si dans l'index 0, ça nous donne par exemple, je ne sais pas quoi, moi. Ça nous donne par exemple 1, comme on dit ici, address of name ordinals à l'index 0, ça nous donne 1. Pour maintenant récupérer l'adresse de la fonction, on part dans l'array de l'adresse of function, on recherche l'index 1. En fait, c'est un peu comme ça. On quitte de l'adresse of name, on passe par le address of ordinals et après, on termine par le address of functions. Donc, c'est pour ça qu'ici, par exemple, vous avez le nom, vous avez l'adresse de address of function, c'est ça, address of name, c'est ça. Voilà. En principe, si je clique ici, là, vous allez voir que dans le address of name, vous allez voir que ça montre ça, le nom de la fonction ici. Et en principe, même dans Pro, c'est ça que, tu l'as, dans quoi? 1554 EEA. Si je descends ici. Ah non, c'est pas là, ce n'est pas, ce n'est pas le, est-ce que ça c'est le RVA? Name RVA. 151. Mais maintenant, est-ce que c'est en relation au truc ici? Ouais, c'était, ah, mais ça c'est le NTD. Ah, ok, ça ce n'est pas ici. Il faudrait que j'aille dans le address of, il faudrait que j'aille dans le optional header, dans le export directory. Attendez, ouais, même ça. Export directory address. Export directory address, c'est où? Export directory address, c'est ici. On peut regarder ça ici. On peut regarder ça ici. Ça, et où même ça? Adresse ici. F, F, 867, EC, 867, 67, EC, dans 867, ah, c'est ici en bas. Est-ce que je vraiment? Oui. Est-ce que ça sera ici alors? C'est supposé être 867 E8D00. Après ici, là, c'est voyons voir. Il y a quelque chose ici. Ah oui, je crois que c'est ça ici, hein. Je crois que c'est ça ici. Maintenant, le truc là était où? Name RVA 158 par exemple, 158. Voici c'est.
Je sais même pas si c'est ici. Ou bien, non, ça c'est pas ça. Ok, ça c'est 158, 48. Ça c'est 158. Ça doit être peut-être plus bas. Je sais même pas si ça va donner. Comment est-ce que je vais trouver l'adresse là? Comment est-ce que j'occupe même cette adresse? Ici en mémoire. Hmm, il y a beaucoup de fonctions ici, mais je ne sais pas si c'est ça. Comment ça, route secure, comment ça c'est plus rapide avec l'image? Tu veux parler de l'image ici, ou c'est plus simple avec l'image? Pas si je parle de cette image. Et je n'arrive pas à voir ça exactement dans mes mémoire de toutes les façons. Ouh. Pas grave. Pas grave. On a toujours notre truc ici, on a toujours notre fonction ici, donc on va faire le loop. Non, pas ça. Donc, comme je disais, hmm, on récupère, on compare d'abord déjà des fonctions ici à l'intérieur. Euh, Comme elle explique ici, on récupère la position de, du nom de la fonction. Après, on utilise ça dans l'arrêt de address of name ordinals dans cet index-là. Et c'est pour ça que vous allez voir que ici, par exemple, ici, voilà, j'ai occupé le nom temp, temp function name, voilà. Et et je compare. Je fais un petit comparatif ici. Racing compare. Et si le nom de la fonction match, on entre ici à l'intérieur. Sinon, on refait encore un tour. Donc maintenant, pour récupérer le nom de la fonction, comme elle a dit ici, on part dans le address of names. Vous voyez ici, address of name, c'est function name table. Donc, ici à l'index 0, par exemple, je récupère à l'index 0 le nom de la fonction. Et le nom de la fonction à l'index 0, vous allez voir que je vais mettre un breakpoint ici. Pas ici. Ici. Voilà. Continue. Vous allez voir que le nom de la fonction à l'index 0, pour l'instant, i est égal à 0. Le nom de la fonction, ce sera celui-ci, qui est ici. Donc, voilà, vous voyez, mais ici, c'est ça. A underscore char final. C'est ça le nom de la fonction à l'index 0. Donc, ça va faire un loop jusqu'à ce que on arrive à un type protect virtual memory, qui est le nom qu'on veut. Et pour cela, je vais mettre, donc pour cela, il faudrait qu'ici soit égal à 0. Donc, quand il va entrer, je vais mettre ici à l'intérieur. Continue. Il est ici. Ah, je dois enlever le breakpoint d'abord là-bas. Voilà. Maintenant, I c'est 455. I, c'est 455. Donc, on a fait un loop comme ça. 455 fois. Et maintenant, ici, le nom de la fonction, c'est un type protect virtual memory, qui est la fonction que nous voulons. Un type protect virtual memory, voilà. Donc, à ce moment, le nom de la fonction, c'est un type protect virtual memory. Donc, le nom de son index,
c'est 455. Et donc, comme on nous dit ici, ça veut dire qu'après, on va aller dans le address of name originals, dans la position 455. On va aller dans le address of name originals, dans la position 455. Et vous allez voir ici que c'est ce que address of name original, c'est hints table. Et c'est pour ça que je fais ici hints table 455. Voilà. Hints table dans la position 455. Et, la valeur qui sera à cet endroit-là, si c'est par exemple 1, on va aller dans le address of function, à l'index de cette valeur-là. Et donc, c'est pour ça qu'ici, address of function, c'est EAT. Et c'est pour ça qu'ici, je fais point EAT avec la valeur qui sera là-bas. Dans le hints table, je ne sais même pas combien. Hints table, la position 455. Ici, I, c'est 455, ouais. Il y a le hints table ici. Hints table. Ouais. Position 455. Et ce que ça va nous donner, c'est ça qu'on va mettre dans le PEAT. PEAT nous donne quoi? L'adresse ici. Attendez, je mets un peu ça en hexadécimal. Hexadécimal display. PEAT. FB20. Ici, je m'en vais dans un type Protect Virtual Memory. Function heavy. Là, nous avons ici l'adresse de la fonction. Ouais. Et bien évidemment, ça c'est parce que ça nous donne toujours le relative virtual address, pas voir l'adresse exacte même. On doit ajouter ça au base address. Nous devons ajouter ça au base address. FB20. Bon. Je voulais que ça me montre ça ici. Inti Protect Virtual Memory. On ne veut pas voir ça. Okay. Et c'est ainsi que voilà, on va faire la comparaison. Ici, c'est quand ça match. Voilà, on récupère l'adresse de la fonction. Ici, on va ajouter sur base address, ça nous donne proc pointer, proc address qu'on a défini ici en tant que pointer to void. Et c'est ainsi qu'on récupère l'adresse d'une fonction. Si vous suivez un peu la logique de ce qu'elle a expliqué ici, je trouve qu'avec le graphique, c'est plus explicite. C'est plus facile à suivre avec le graphique. Comme ça, vous allez voir que c'est vrai que c'est un peu confus. C'est confus même au début aussi. J'ai trouvé ça confus et tout. Mais bon, en suivant avec le graphique ici, ça a plus de sens et une personne peut plus facilement comprendre ce que je fais.
Euh, ouais, exactement. Donc ça, c'était tout. Voilà, on a atteint notre objectif, hein, parce que maintenant, si je viens, ou si je viens ici, je mets un breakpoint ici. On a l'adresse de notre fonction, P virtual protect. Et nous avons l'adresse de la fonction ici, dans le, dans le module entity.dll. Et c'est ainsi que, voilà, on peut implémenter le même get module en ou bien get proc address. Et voilà. Un truc, par exemple, que je n'ai pas encore expliqué. Un truc que je n'ai pas encore expliqué, c'est, attendez, je vais enlever ça. Et je vais utiliser, PE, Viewer. Je crois que c'est PE Viewer. PE. C'est pas PE Viewer. Est-ce que c'est PE Viewer? C'est pas ça. Comment est-ce que ça s'appelle même? Le PE, hmm, PE Studio. Je crois que Studio. Voilà, c'est ça. C'est PE Studio. Vous montrer un truc très intéressant. Hmm, très intéressant. Très intéressant. Qui dit un function obfuscate. Ou l'exécutable. Et maintenant, PE Studio. Et je regarde les strings. Ne me dis pas que j'avais déjà enlevé ça ici. Ah ah. Ah 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 ah. C'est que j'avais déjà enlevé ça. Attendez, je vais ouvrir notre PE Studio. Je viens dans Early Bird et que je copie. Celui-ci, on avait fait le Early Bird Process Injection. Je regarde les strings. Et regardez dans les strings, vous allez voir dans les strings du binaire, il y a des informations, il y a certains strings qu'on peut voir. Comme par exemple celui-ci, Notepad exe, parce qu'on lance Notepad on lance le processus Notepad en mode suspendu. Et après, vous avez ces strings ici, ces strings-ci qui contiennent ce qu'on appelle les debug symbols, PDB information. Et vous voyez que c'est un peu, voilà, ça nous montre le répertoire de notre binaire et tout. Et ça peut, si vous ne faites pas attention, même quand vous compilez dans Visual Studio et que vous compilez ça en mode release, il y a toujours cette information ici. Et bien évidemment, on ne veut pas que dans une vraie opération, qu'on va faire, qu'on va par exemple développer notre malware pour utiliser, voilà, dans des missions de red team ou quoi que ce soit, on ne veut pas ce type d'informations-là apparaissent. Dans le prochain live, où on va faire, voilà, on va faire un programme qui va résumer toutes ces techniques que j'ai appris et tout ça, notre binaire final, je vais vous montrer comment est-ce que on peut enlever ça. Il y a certaines configurations sur Visual Studio qu'on peut appliquer pour que ça ne montre pas ces informations-ci. Euh, et après, comme vous pouvez le voir, il y a nos strings ici, il y a plein de strings ici, tout ça. Voilà, je vais vous montrer quelques petits trucs qu'on va appliquer même dans le développement de de l'application, du programme. Comment
le structurer, comment, voilà, faire du debug et tout ça. On va juste, voilà, tu sais, toutes les techniques que j'avais montrées au cours de ces 4 lives-ci et créer notre programme final. Vous allez voir, j'espère que vous allez aimer. En utilisant le Early Bird APC Injection, en utilisant le function obfuscation que j'ai montré ici, avec notre propre getProc address et getModuleHandle. Pas de taille peut-être avec de l'obfuscation des strings et tout ça. Donc, ne manquez pas. Et après, et aussi, après, après ça, après le live de la semaine prochaine, je vais faire une vidéo. Voilà, ce sera une vidéo pour YouTube. Voilà, une vidéo YouTube où je vais résumer ce que nous avons appris pendant les lives. Voilà. Donc, ça ne sera pas un truc extensif comme les lives. Ça sera une vidéo peut-être de 15-20 minutes pour résumer les techniques que nous avons appris et aussi pour euh, montrer le programme final qu'on aura développé et aussi pour demander à la communauté quel est le prochain antivirus que vous voulez qu'on s'attaque en fait. Donc, on va élever le niveau, on va passer à un antivirus un peu plus compliqué. Donc, pour l'instant, je pense à entre Bitdefender et Kaspersky, l'un des deux. C'est Bitdefender et Kaspersky parce que je sais qu'ils sont les versions premium, hein, pas les versions gratuites, les versions premium de ces deux-là, parce que c'est que voilà, ce sont les deux qui sont un peu les plus robustes, on va dire, comme ça. Et ça sera, donc, on va finir avec, dès qu'on finit avec Defender, on va s'attaquer soit à Kaspersky, soit à Bitdefender. Et on va, bien évidemment, pendant cette série-là, apprendre de nouvelles techniques, chacune plus compliquée que l'autre. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Route Secure, merci d'avoir été là. Euh, ouais, la vidéo, voilà, je vais lancer la vidéo. Bref, quand je vais faire le dernier live la semaine prochaine, après je vais essayer de faire la vidéo. Je vais faire la vidéo pour YouTube, pour expliquer. Et voilà. Et ça sera ainsi chaque fois qu'on va faire plusieurs. Quand on va finir aussi la série pour bypasser Kaspersky ou Bitdefender, je vais faire une vidéo pour résumer les techniques qu'on aura appliquées, tout ça et ainsi de suite. Au fur et à mesure, on va apprendre plusieurs techniques et tout ça. Et j'espère qu'à la fin de tout ça, ceux qui vont me suivre sur YouTube seront des experts en développement de malware. Hmm, de rien, Root Secure. Essayez d'être là entre-temps. Après, pour ceux qui ne seront pas là, bien évidemment, je vais toujours publier ça sur YouTube. Et après, quand je vais publier la première vidéo de résumé de, voilà, des techniques qu'on aura appris pour bypasser Defender. Voilà, je vais maintenant faire un peu plus de publicité pour ma chaîne et pour les lives que je fais. Voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment fait de publicité. Voilà, j'ai juste publié sur mon Twitter. Voilà, c'est juste sur mon Twitter que j'ai publié. Je crois que j'ai parlé de ça une seule fois sur mon TikTok. Donc, euh, voilà, si les gens viennent et qu'ils voient juste, par exemple, les rediffusions des lives, comme, voilà, les rediffusions des lives, c'est les vidéos, ce sont des vidéos de 2 heures. Donc voilà, pas tout le monde qui va rester là 2 heures à regarder ça. Donc quand je vais publier la vidéo résumée qui sera entre 15 et 20 minutes, voilà, 15 vidéos, le temps d'une vidéo YouTube normale, quoi. Donc 15 et 20 minutes. Je me dis que ça maintenant, ça va faire en sorte que quand une personne viendra sur la chaîne, voilà, ce sera la vidéo qui va regarder, voilà, et cette vidéo, ça sera plus intéressante pour les personnes qui regardent, qui sont sur YouTube, voilà, qui sont plus adaptées au format YouTube, ils vont pouvoir prendre certaines techniques, bien évidemment. Dans une vidéo de 15-20 minutes, on peut pas entrer aussi en détail
comme ici, là. Oui, exactement, ils seront plus accrochés, exactement. Ils seront plus accrochés, exactement. Euh, et l'inconvénient, c'est que on peut pas entrer plus extrêmement en détail comme quand je fais les live Twitch ici. Donc, après, si la personne veut comprendre en détail un truc, il pourra juste tout simplement à la revenir regarder les vidéos des lives qui sont toujours sur YouTube aussi et regarder juste ce qu'il veut. Mais voilà, je vais faire ça comme ça pour et dès que cette vidéo cela sera publiée, je vais essayer de faire un peu de publicité aussi, voir si processus par exemple peut m'aider à atteindre une plus grande audience aussi parce que je crois que dans la communauté francophone, des chaînes qui expliquent le dev de malware, pour l'instant, il n'y en a aucune. Sauf si je me trompe. Mais en tout cas, quand j'ai recherché, je n'en ai vu aucune. Donc, voilà. Euh, bon, autre section, on se dit à la semaine prochaine. Merci de m'avoir accompagné. J'espère que le week-end prochain, tu seras là parce que, ouais, ouais, exactement, je crois que c'est le premier. En tout cas, j'espère que la semaine prochaine, tu seras là parce que la semaine prochaine, voilà, ce sera vraiment, tu vois, ça sera intéressant vraiment parce que voilà, on va développer notre programme en utilisant toutes ces techniques et on va tester avec Meter Prêteur et Windows Defender sur Windows 11. Voilà. On s'est dit à la prochaine, à la semaine prochaine. D'accord, sans souci. Bonne soirée. Hmm.